Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 7 juillet. À la une ce soir, la zone de libre-échange continentale africaine lancée. C'est au cours d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu ce dimanche dans la capitale nigérienne. Notre envoyé spécial revient largement sur la question dans cette édition. Pendant ce temps, Abidjan accueillait la 5e réunion des ministres en charge de la sécurité et de la défense dans le cadre de l'initiative d'Accra. C'est un projet pour garantir la paix, la sécurité dans la sous-région ouest-africaine. Et ce dimanche, journée ouvrable a été mise à profit par les différentes commissions de l'APF. Les commissions se sont retrouvées pour définir les grands axes des politiques en faveur des populations francophones, notamment la scolarisation de la jeune fille et la promotion de la démocratie. Et enfin, on ira au Soudan où l'armée promet de respecter l'accord. L'accord prévoit une transition de 3 ans et 3 mois avec à sa tête un conseil souverain qui va diriger le pays jusqu'à l'organisation d'élections nationales. Bienvenue dans ce 20h proposé maintenant en raison de la CAN. On aura comme d'habitude les images des 2 matchs de ce soir au cours de cette édition qui va durer 45 minutes. On commence déjà par le 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est tenu ce dimanche à Niamey. Sommet pour lancer la zone de libre-échange continentale africaine, une plateforme pour la mise en place d'un marché unique pour approfondir l'intégration économique du continent. Notre envoyé spécial est Jérôme Kofi Abolé. La phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est lancée. Pour en avoir fait le point essentiel de sa session extraordinaire, la 12e conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Niamey ce dimanche n'entend pas tergiverser sur le processus de mise en œuvre de cette plateforme. Si l'on en juge par le nombre de signatures et ratifications après son adoption en mars 2018, la ZLECAf avance à grands pas. Adopté et ouvert à la signature le 21 mars 2018 à Kigali, l'accord sur la zone de libre-échange a enregistré à sa naissance 44 signatures, chiffre record dans les annales de l'architecture juridique de notre Union. Et une année à peine, le nombre de signatures est passé à 52. Et avec la signature tout à l'heure du Bénin et du Nigeria, nous sommes à 54 sur 55. Donc la presque totalité des membres de notre Union. Nous avons enregistré aussi avec les dernières remises des instruments 27 ratifications. 54 signatures donc sur 55, qui dit mieux? Le champion désigné de la ZLECAf qui travaille à obtenir ces résultats est le président du Niger, Mahamadou Issoufou. Pour lui, la ZLECAf constitue un instrument qui va permettre à l'Afrique de combler son retard en termes de prospérité. L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est l'événement le plus important dans la vie de notre continent depuis la création de l'OUA et sa transformation en Union africaine. Il s'agit là d'un événement qui donne l'espoir dans la construction d'une Afrique unie et prospère. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est au nombre des chefs d'État et de gouvernement présents dans la capitale nigérienne à l'occasion de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine. Pour saluer l'événement, le chef de l'État ivoirien évoque le taux d'échange de la Côte d'Ivoire avec les autres pays qui avoisinent les 23 et 24%. Ce sommet a eu la participation de près de 30 chefs d'État. Bon, c'est dire l'intérêt que cela donc suscite. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons bien avancé. D'ailleurs, nous sommes le pays qui a le taux de couverture de commerce le plus élevé avec les autres pays africains. Nous sommes pratiquement à 23-24% de commerce avec les pays africains en général par rapport à la moyenne de 7%. C'est-à-dire que nous nous sommes déjà bien engagés dans ce commerce interafricain. J'ai insisté dans mon discours pour dire que la Côte d'Ivoire le fait parce que nous sommes une économie libérale et que nous attendons la même chose des autres. Nous voulons que les autres pays acceptent
nos produits, acceptent l'installation des entreprises ivoiriennes sur leur territoire pour que tout ça évolue à un bon rythme. Moi, je suis très heureux parce que j'ai toujours pensé que le commerce est la clé du développement. Ce n'est pas l'aide, c'est le commerce. Et si nous améliorons le commerce donc entre nos États, la croissance économique sera encore plus forte. Donc je voudrais dire que ce sommet est une belle réussite. Je félicite donc les autorités nigériennes et je considère qu'à partir de maintenant, les choses vont s'améliorer. Et tout ça, c'est pour bien sûr que les populations africaines aient de meilleures conditions de vie. Et c'est à cela que nous travaillons en Côte d'Ivoire. Président de cette session, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État égyptien Abdel Fattah al-Sisi a encouragé tous les pays à signer et ratifier l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAf vise à créer un marché commun pour les marchandises et les services afin d'approfondir l'intégration économique du continent et améliorer les conditions de vie des populations. Avec son entrée en vigueur le 30 mai 2019, elle devient pour ainsi dire le plus grand espace d'échange commercial au monde. Et vous avez bien entendu le message du chef de l'État au 12e sommet extraordinaire de l'UA. Pour le président Alassane Ouattara, le sommet est une belle réussite. Et justement, la zone de libre-échange continentale africaine a occupé une place importante dans les discussions entre les hommes d'affaires ivoiriens, africains et européens ici à Abidjan. C'est une plateforme de rencontre sur le développement des entreprises africaines. Mamadou Kwasi pour plus de détails. Le taux d'échange intra-africain est estimé aujourd'hui à environ 17%, contre 60% pour le continent européen. Un taux d'échange qui pourrait s'améliorer avec la mise en œuvre effective à partir de juillet 2020 de la ZLECA, zone de libre-échange continentale africaine. La ratification de ces textes par les États africains viendra booster les échanges commerciaux. Au niveau des opportunités, nous avons un accès au marché. Nous avons aussi une transformation structurelle de l'économie. Nous avons aussi le transfert de technologies, un accès au financement qui est possible. Le Club Afrique Développement a été un cadre de discussion sur les enjeux de renforcement des entreprises locales dans le cadre de la ZLECA. Les bases sont lancées pour enlever les barrières tarifaires et non tarifaires pour accroître le commerce intra-africain, donner la possibilité aux entreprises africaines d'avoir accès à des intrants africains, d'avoir aussi accès à un vaste marché de consommation, à un PIB de 3 000 milliards et un marché de 1,3 milliard de population. Et aussi, cet accord offre l'opportunité d'avoir des chaînes de valeur régionales. Le Club Afrique Développement, c'est également des keynotes pour permettre aux différentes structures participantes de faire des propositions sur le processus de développement agro-industriel de la Côte d'Ivoire. C'est le cas du CNRA qui a présenté ses recettes en matière de production cacao hier. Au moment où nous rentrons dans une phase de replantation, de régénération des vergers, il est important d'avoir un nouveau plan de fertilisation pour que nous sachions comment et où planter le cacao efficacement sur de petites surfaces, mais avec de grosses productions, des rentabilités. Ce que nous faisons sur le cacao dans la zone forestière, nous le ferons également dans la zone de savane pour le développement de l'anacardier et du cotonnier. Agro-industrie, défis et perspectives est le thème de cette édition du Club Afrique Développement. Un rendez-vous qui enrichit la participation d'entreprises locales et étrangères avec des rencontres B2B. Nous allons maintenant chercher à comprendre l'inclusion financière et sa stratégie nationale. C'était d'ailleurs le sujet du magazine du dimanche avec Hamza Diaby et son invitée, Madame Thioma Caroline, conseiller technique en charge de l'inclusion financière au ministère de l'Économie et des Finances. Extrait de leur entretien. L'inclusion financière se définit comme la possibilité pour tout individu de disposer à moindre coût de produits, de services financiers, une gamme variée de produits et de services financiers utiles et adaptés à leurs besoins. Cette stratégie d'inclusion financière traduit la volonté du gouvernement à s'inscrire dans une dynamique communautaire. Et en effet, la Banque centrale a élaboré une stratégie régionale d'inclusion financière pour justement permettre
aux populations de la zone UEMOA de disposer de services et produits financiers adéquats. Aujourd'hui, à part le Sénégal, nous sommes le deuxième pays qui disposons d'une stratégie nationale d'inclusion financière. L'inclusion financière a un lien direct avec la réduction de la pauvreté. Et donc, cette stratégie s'inscrit parfaitement dans le programme social du gouvernement qui vise à l'amélioration du bien-être de la population ivoirienne à travers des actions ciblées. Et donc, cette stratégie vise essentiellement à permettre aux populations vulnérables et exclues du système financier formel d'avoir accès à des produits, des services financiers, et tout ceci à travers un certain nombre d'actions menées, ciblées, avec une très bonne coordination pour cette population. Et à terme, il faut atteindre les 60%. Et à terme, voilà, nous voulons atteindre 60% de taux d'inclusion financière. D'ici à 2024. D'ici 2024. Et voilà, c'était là un extrait du Dimanche Magazine présenté par Hamza Diaby sur l'inclusion financière. Et au niveau de la défense, l'actualité tourne autour de la 5e réunion des ministres en charge de la sécurité et de la défense de l'initiative d'Accra. L'initiative d'Accra est un projet qui vise à garantir la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région ouest-africaine. La rencontre bilan d'Abidjan avec Abou Sanogo. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de l'initiative d'Accra. Il s'agit de la 5e réunion des ministres en charge de la sécurité et de la défense de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Ghana, du Mali et du Togo, et de la 10e réunion des chefs des services de renseignement et de sécurité élargie aux chefs des opérations des armées des États membres de l'initiative d'Accra. L'objectif pour ces experts est de faire le point de la situation sécuritaire dans ces États membres et de consolider la coopération entre les services de renseignement, de sécurité et de défense en vue de garantir la sécurité dans la sous-région. Ouvrant les travaux de cette rencontre ministérielle, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a souligné que cette plateforme, en moins de 2 ans, a renforcé la collaboration entre les services de sécurité. La mutualisation des moyens opérationnels et le partage du renseignement apparaissent comme la clé du succès de cette lutte contre le terrorisme et toutes les autres formes de menaces. À cet égard, je salue l'adhésion récente à l'initiative d'Accra du Bénin, du Mali et du Niger, portant ce groupe à 7 membres dont certains font face de façon quasi quotidienne à des attaques terroristes. La session a été principalement consacrée aux problèmes sécuritaires auxquels se trouvent confrontés ces pays de la sous-région ouest-africaine. À l'issue, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, s'est félicité de la qualité des échanges et de la mise en œuvre de cette plateforme. L'initiative d'Accra est une formidable opportunité pour nos pays respectifs au regard de son impact positif sur la stabilité de notre sous-région, la sécurité de nos États, la tranquillité et la prospérité de nos populations. Il nous appartient donc de tout mettre en œuvre pour entretenir ce cadre avec toujours plus d'engagement et de détermination. L'initiative d'Accra est un projet qui vise à garantir la paix, la sécurité et la stabilité tant dans la sous-région ouest-africaine qu'aux pays signataires de la dite convention. Également la stabilité, la scolarisation de la jeune fille, la promotion de la démocratie sont des grands axes des politiques en faveur des populations francophones. Et pour en parler, les différentes commissions de l'APF ont choisi ce dimanche, jour de repos, pour travailler, pour réfléchir sur la question. C'est un reportage signé Éric Goré. Abidjan, hôtel Sofitel ce dimanche. Ici se déroulent les travaux en commission de l'Assemblée parlementaire francophone. Des travaux en commission qui se tiennent concomitamment. Ces parlementaires francophones sont retirés dans différentes salles selon leur spécialité. Ils se prononcent sur plusieurs phénomènes qui minent l'espace francophone. Comment y mettre fin et comment arriver à réussir la démocratie? C'est le sujet principal débattu en commission politique. Les pays francophones ont trop de contentieux. Toutes nos élections, à la fin, ont un problème.
c'est jamais bien fait. Vous faites l'expérience partout sur la francophonie, c'est ça. Tous les pays, nous sommes en train d'attirer l'attention de tous pour qu'il y ait comme un ressaisissement au niveau de la francophonie, que l'on fonctionne un peu comme les pays anglophones. À ce constat s'ajoute la scolarisation de la jeune fille et la lutte contre le mariage forcé. Une bonne avancée pour la Côte d'Ivoire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est très engagé dans la scolarisation de la jeune fille. Aujourd'hui, la politique du chef de l'État, Alassane Ouattara, et de son gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vise à créer les conditions réelles et optimales pouvant permettre à nos enfants, surtout les petites filles, d'aller à l'école, de finir les études, de ne pas connaître les grossesses précoces, les grossesses à risque. Je condamnais le mariage forcé parce que vraiment, chaque personne doit avoir cette possibilité de choisir, de faire qu'est-ce qu'il veut, de respecter ses propres sentiments. Ce sujet est au cœur des discussions dans la Commission pour l'éducation et la communication des affaires culturelles. Dans une autre salle, juste à côté de cette commission, se trouve la commission du réseau parlementaire de la jeunesse francophone. Ce réseau veut emmener les dirigeants à privilégier la jeunesse dans leurs différentes politiques. Notre plaidoyer était plus axé autour de... sinon à l'attention des dirigeants. Il leur est demandé de procéder à la formation de la jeunesse, à son encadrement, mais aussi à des problèmes de reconnaissance du mérite. Et donc nous avons axé notre intervention sur ces points pour que les jeunes se sentent aussi considérés et qu'ils renforcent leur engagement dans la société. La 45e session de l'APF est placée sous le thème « Parlement et renforcement de la démocratie ». Se tient à Abidjan du 5 au 9 juillet. Reportage signé donc Éric Goré. Comment se porte aujourd'hui l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro? Pour se faire une idée de cette école qui forme les techniciens et les ingénieurs en charge du développement des pays africains, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est rendu sur place. Reportage Kader Sogodogo. Le ministre Albert Mabry Touakeus, accueilli par le directeur général de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est là dans le cadre des visites de structures sous sa tutelle. Direction amphithéâtre Ange-François Barry Battesti. Ici commence la présentation de l'Institut. Monsieur le ministre, l'INP est élément du dispositif du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, trouve sa spécificité dans sa constitution et l'envergure de ses infrastructures. En effet, l'Institut est un consortium de grandes écoles de formation d'ingénieurs et de techniciens supérieurs dont les activités concernent les domaines suivants: l'agronomie, les mines, le génie civil, le génie industriel, le commerce et des disciplines connexes. Depuis quelques années, la formation s'est étendue à de nouveaux secteurs tels la météorologie, l'aéronautique, le big data et dans un avenir proche au management du sport. Présentation des 8 écoles, des activités de recherche et des points à améliorer. Le grand oral de présentation s'est poursuivi. L'INPHB, ce sont 3 sites. Des sites que le ministre a pris du plaisir à découvrir. Davantage les activités de recherche et d'innovation qui s'y déroulent. La recherche se fait en Côte d'Ivoire. Il y a des résultats dont nous pouvons être fiers. La question maintenant, c'est de pouvoir les valoriser. D'abord, les rendre accessibles, les présenter, en faire la promotion, trouver des partenariats. Dernier acte des rencontres, celle avec l'administration et bien entendu avec les enseignants. Au total, une visite fructueuse. Il y a beaucoup de travail qui est fait ici. Je voudrais m'en féliciter le directeur général et toute son équipe, féliciter les enseignants, les chercheurs, les étudiants qui ont véritablement envie d'avoir une bonne formation et qui épousent l'esprit de l'école, parce que l'INPHB est une école et nous devons faire en sorte que l'école donne à la Côte d'Ivoire ce dont elle a besoin aujourd'hui pour son émergence.
À l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le temps des vacances est arrivé après une année académique pleine. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé son engagement à travailler pour une rentrée unique au supérieur d'ici 2020-2021. On va s'intéresser à la 20e édition de l'opération Grand Ménage, 20e édition qui nous conduit directement à Béomi. Sur place, une opération de coups de balai contre la saleté est lancée. Les ministres Anne-Désiré Ouloto et Sidi Touré ont donné l'exemple aux populations. Reportage Soro Corona. Balai en main, les ministres Anne-Désiré Ouloto et Sidi Touré aux côtés des autorités locales et des populations dans les rues de la commune de Béomi. Ils participent ainsi à la 29e édition de l'opération Grand Ménage. Lancée depuis mars 2017, l'opération Grand Ménage se veut comme une activité communautaire. À Béomi, cette opération Grand Ménage avait un caractère particulier. Le Grand Ménage s'inscrit justement dans les initiatives du gouvernement pour ramener la paix, la fraternité, le vivre ensemble ici à Béomi. Le Grand Ménage est une activité communautaire qui s'inscrit dans la politique du vivre ensemble du président Ouattara. Ensemble pour dire oui à la propreté et ensemble naturellement pour maintenir la paix. Parce que sans paix, vous aurez des villes insalubres. Pour maintenir cette dynamique de salubrité à Béomi, le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité a doté la commune de matériel. Coût total, 10 millions de francs CFA. Le ministre Sidi Touré a également été fait ambassadeur de la salubrité dans le département de Béomi. Pendant toute cette journée, depuis le matin, on n'a pas su faire la distinction entre Baoulé, Djoula, Bété. Tout le monde était main en main avec un balai, avec un râteau pour pouvoir faire le ménage autour de lui. C'est véritablement ça le sens que moi j'ai compris de l'opération Grand Ménage et que j'espère que d'autres localités pourront en faire la bonne expérience. Nous, c'était notre moment qui est très singulier parce que, connaissant la situation que nous vivons ici à Béomi. L'opération Grand Ménage a un enjeu majeur. Elle encourage les populations à garder leur cadre de vie salubre. L'opération Grand Ménage est organisée le premier samedi de chaque mois. Voilà, c'était donc le point de la 29e édition de l'opération Grand Ménage à Béomi. Et nous allons nous rendre sur le plan d'eau lagunaire d'Abidjan. Et c'est avec le Centre ivoirien anti-pollution. Le constat fait par notre reporter Grace Kando est que toutes les baies lagunaires sont affectées. Regardez. 60 à 70% des déchets sur 1 million de tonnes produits par an se retrouvent dans les baies lagunaires et rives d'Abidjan avec pour conséquence la pollution. Des macro-déchets constitués en grande partie de plastique, de pneus, de tissus, de ferraille. Pour apprécier le niveau des dégâts causés, une visite sur les baies lagunaires a été organisée par le Centre ivoirien anti-pollution. La lutte contre la pollution liée au déversement des déchets solides et plastiques dans les baies lagunaires et rives apparaît comme une priorité pour les gouvernants, d'où la mise sur pied du Fonds d'études et d'aide au secteur privé, un outil créé par l'État français pour accompagner les pays en développement, entre autres dans le secteur de l'environnement. On ouvre donc la page santé par la dengue. Le malade présente brutalement une fièvre élevée avec des frissons, des céphalées au niveau du front, des douleurs. Bref, une caravane de sensibilisation est lancée, nous dit Salimatou Dia. Pour la lutte contre la dengue, les populations doivent elles-mêmes reconnaître et éliminer les lieux de reproduction des moustiques. Dans la commune d'Adjamé, une caravane de sensibilisation a été organisée par l'Institut national d'hygiène publique. Cette caravane a pour objectif de sensibiliser la population d'Abidjan de façon générale, mais particulièrement la commune, pour qu'elle change de comportement en matière d'assainissement de son environnement. C'est à ce seul prix-là que nous pourrons éliminer la dengue dans notre cité. Adjamé, c'est la cité où il y a le plus de monde dans la journée. C'est la cité où nous pensons toucher le maximum de population. Durant 10 jours, à l'instar d'Adjamé, Bingerville et Cocody, les communes les plus touchées par cette maladie virale aiguë, ont été sensibilisées. Ils nous ont dit vraiment les cibles, comme par exemple les punaises usées, les fleurs, les bananiers et autres. Je crois que nous allons, avec nos services d'hygiène, continuer la sensibilisation après eux. On n'a pas encore eu de remède pour cette maladie. Donc il faut être prévoyant
il faut être propre, il faut éviter toute eau sale dans la maison, derrière les maisons. On nous demande aussi de couper les bananiers, de renverser l'eau des climatiseurs, de ne pas avoir l'eau dans les pneus, les pots de fleurs, il faut tout changer à la maison. Les autres communes du district d'Abidjan devront également être invitées à assainir leur cadre de vie. Après la dengue, une fois encore, on parlera du cancer ce soir. C'est le sujet d'ailleurs qui nous emmène à Dimbokro. Le cancer fait trop de victimes. Une fondation a décidé de gagner le combat contre ce tueur silencieux. Sa stratégie, dépistage et sensibilisation. Godefroy Okambawa. Plus de 1200 femmes décèdent chaque année en Côte d'Ivoire du cancer du sein. La Côte d'Ivoire enregistre également plus de 2000 nouveaux cas par an. Une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du sein est donc initiée à cet effet dans la commune de Dimbokro. Un geste de portée sociale organisé par la fondation Femmes Shunamit en Action. Il s'agit de permettre aux femmes de cette localité de connaître leur statut et prévenir tout risque lié à ces deux cancers. Ne dit-on pas que sauver une femme, c'est sauver toute l'humanité? Nous avons permis à l'appareil de cryothérapie d'être dans le centre du CHR de Dimbokro pour que toutes les femmes qui auront une quelconque lésion puissent automatiquement être prises en charge. Plus de 1500 femmes ont été dépistées au cours de cette 4e étape à Dimbokro. Les autorités administratives ont exprimé leur satisfaction pour cette initiative qui accompagne le gouvernement dans sa politique de santé. Le dépistage précoce semble la voie la plus plausible et la plus rassurante pour éradiquer ces deux fléaux qui, à l'étape embryonnaire, peuvent être maîtrisés et totalement contrôlés. Je voudrais inviter celles de leurs parentes qui sont encore réticentes ou qui, pour des raisons diverses, ont du mal à venir se présenter ici, à leur emboîter le pas et à informer leurs proches et connaissances des quartiers et villages afin qu'elles viennent se faire diagnostiquer. Cette campagne de sensibilisation a bénéficié du soutien du Programme national de lutte contre le cancer. La commune d'Abobo accueillera la 4e étape de cette caravane dans les semaines à venir. À suivre le chapitre politique avec la région du Béret qui a initié une journée d'hommage au président Alassane Ouattara et à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour toutes les actions de développement dans la région. Reportage Kader Sogodogo. La route précède le développement, l'adage est connu. La région du Béret amorce son développement avec des infrastructures nouvelles. Des infrastructures qui ont pour nom bitume, électricité, centre de santé, école. Depuis 80 jusqu'à cette année, vraiment, je suis content de présenter Alassane Ouattara parce qu'ils ont fait la route qui est Kiningbe à Makuno. Aujourd'hui, l'électrification, nous sommes à peut-être 95%. Le bitumage, nous sommes peut-être à moins de 10 km de la région du Béret. Des actions impulsées par le président de la République, Alassane Ouattara. Pour exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, les populations du Béret, à travers la plateforme de la jeunesse, ont initié une journée d'hommage à Mankono. Nous, jeunes du Béret, nous avons décidé, au sein d'une plateforme là, saluer et magnifier l'homme. Quand cette plateforme est venue me voir, j'ai dit sans hésitation oui au soutien de cette plateforme. Nous devons travailler pour notre population, nous devons travailler pour notre jeunesse et accompagner le président Alassane Ouattara dans sa quête de développement humain. Parrain de la cérémonie, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, représenté pour la circonstance par le directeur général du Fonds d'entretien routier. Il a invité les populations du Béret à soutenir toutes les politiques de développement en cours dans le pays. Nous comptons sur vous pour la continuité, de rester à l'écoute du président de la République, d'attendre ses orientations, ses instructions quant à l'avenir du pays. La journée d'hommage au président de la République Alassane Ouattara à Mankono a enregistré la présence d'invités venus d'autres régions pour soutenir le développement dans le Béret.
La Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, mobilise les femmes de la commune d'Abobo autour du RHDP. Elles entendent jouer leur partition sur le terrain. Reportage Abou Sanogo. C'est cette ambiance qui a prévalu au centre culturel d'Abobo. Regroupées en association, les femmes de cette commune, principalement celles d'Abobo à Keikwa, ont nombreuses fait le déplacement pour afficher leur dévouement au RHDP et leur soutien aux actions du président de la République et à l'action gouvernementale à travers la cohésion sociale. Ces femmes entendent mettre en relief les bienfaits du vivre ensemble. Elles l'ont signifié au président de la Force 2015, mouvement de promotion des actions du président de la République Alassane Ouattara et du RHDP Charles Niaouré. On a organisé cette fête parce qu'on est heureuse pour tout ce que le président de la République fait pour nous. Et le Premier ministre, Amadou Bon Coulibaly, pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. On lui dit merci. Aujourd'hui, tout Abobo soutient le président parce qu'il est en train de changer la Côte d'Ivoire. Parrain de cette rencontre, le président de la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, Charles Niaouré, a salué l'engagement de ces femmes pour le RHDP et les invite à soutenir toujours le chef de l'État, Alassane Ouattara. Elles sont d'ethnies diverses. Elles ont profité de cette journée pour dire merci au chef de l'État, à son gouvernement dirigé par le lion Amadou Gon Coulibaly et dire surtout leur engagement aux côtés du président Alassane Ouattara pour réussir le développement de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, les femmes issues de cette association entendent promouvoir leur importance dans le développement socio-économique de la commune d'Abobo. Leur association vise aussi à faire bénéficier ses membres des prêts pour améliorer leurs conditions de vie. Et c'est désormais une question de mois. Le village d'Aboudé-Kwassikro, dans le département d'Aboville, sera doté d'une église protestante méthodiste d'une capacité de 200 places. Coût du projet, plus de 40 millions de francs CFA. Reportage Issa Yeo Tchona. Aboudé-Kwassikro, localité située à une quarantaine de kilomètres d'Aboville, les fidèles chrétiens prient dans une bâtisse inachevée et sous des bâches. Dans quelques mois, ça ne sera qu'un vieux souvenir. Un temple, Rehoboth Boudé Kwassidé, sortira de terre grâce à la volonté des responsables de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire et PMCI. La pose de la première pierre de cette maison de Dieu a eu lieu à la grande satisfaction des fidèles chrétiens. C'est vraiment une grande joie pour nous aujourd'hui. Vous voyez, il a plu juste au moment de la pose de la première pierre, le soleil est revenu. Ce qui veut dire que Dieu est dans cette affaire, il est avec nous dans cette affaire. Il y a trop de velléités au niveau des réseaux sociaux. Mais si tout le monde est croyant et que tout le monde adore un Dieu, il n'y aura plus de velléités. Et nous estimons que bâtir une église pour un village, c'est vraiment ajouter une pierre précieuse à l'édification des hommes et du peuple. Et nous sommes venus de partout pour juguler, magnifier Dieu avec nos sœurs et frères et toute la population d'Aboudé-Kwassikro. Pour le président de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, le temple vient pour affermir davantage la foi des fidèles chrétiens. À partir du moment où nous bâtissons une église, sachant que nous ne mettons pas pierre sur pierre, simplement, matériellement ou temporellement, mais nous-mêmes, nous constituons des pierres sur des pierres, sur lesquelles Jésus veut bâtir son église. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des guides religieux musulmans d'Aboudé-Kwassikro. Un dialogue interreligieux salué par le préfet de Sikensi, représentant le préfet des régions. Il faut que les communautés puissent se côtoyer et pouvoir partager. On n'a pas besoin forcément d'appartenir à la même communauté pour pouvoir être là. Parce qu'il est bon pour les frères et sœurs de se retrouver. C'est là que le Seigneur fait descendre sa bénédiction en abondance. L'église, dont la construction coûtera une quarantaine de millions de francs CFA, sera livrée au mois de juin 2020. Consécration de la paroisse universitaire Saint-Albert le Grand de Cocody par le cardinal Jean-Pierre Coutouin, archevêque d'Abidjan. Les travaux ont duré 2 ans avec la création de 5 nouvelles salles. Coût des travaux, environ 200 millions de francs CFA, nous dit Patricia Omouetia. Tout commence avec de l'eau,
Le rite de l'aspersion ouvre la cérémonie de consécration de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Vient ensuite l'onction de l'autel avec le Saint-Crème. Le cardinal Jean-Pierre Coutoin rend sacré l'autel avec l'huile sainte qu'il étale de ses mains. La consécration d'une église à Dieu est l'un des rituels les plus importants de la liturgie catholique. Alors, on finit ces rites avec un encensement solennel, cette offrande de l'encens qui symbolise celle de notre prière et de notre vie, appelée à être consumée dans l'amour, est la première offerte sur le nouvel autel. Un bouquet et une nappe enfin sont mis en place pour finir d'orner et de préparer l'autel. Après cette série de rites rappelant le baptême et la confirmation, le moment est arrivé de célébrer pour la première fois l'Eucharistie sur le nouvel autel. À la fin de la cérémonie de la consécration, le cardinal Jean-Pierre Coutoin a remercié l'Assemblée et béni tous les fidèles. Il faut que Dieu y mette son esprit. Donc la consécration, vous avez vu l'huile sainte qu'on a passée sur l'autel. L'onction de l'autel, ça veut dire Dieu prend possession vraiment de ce lieu. Construire la maison de Dieu, c'est quelque chose de grand. Ça nous rappelle aussi que nous aussi, nous devons être instruments de l'édifice de Dieu dans nos différents milieux de vie. Les paroissiens ont affiché joie et satisfaction. C'est une très grande joie pour moi parce que notre Église a tant souffert. Et aujourd'hui, Dieu a décidé de bénir vraiment cette Église, de l'agrandir. De plus en plus, l'Église se complète et nous devenons effectivement cette double paroisse. C'est une paroisse qui consacre l'aumônerie des étudiants et une paroisse également qui est une paroisse comme les autres paroisses du diocèse d'Abidjan. Avec 5 nouvelles grandes salles, la réhabilitation de la paroisse Saint-Albert-le-Grand a coûté environ 200 millions de francs CFA. La paroisse est en quête de 15 millions de francs CFA pour le mobilier et l'aménagement intérieur des salles. C'est un autre sujet qui va vous intéresser ce soir, en tout cas pour ceux qui pratiquent le sport pour une bonne santé. L'exemple vient directement des Pays-Bas où la marche et le vélo constituent un mode de vie. Pays-Bas, environ 17 millions d'habitants. Notre reporter Walter Amadou a fait tout le parcours. Regardez. Sandra et Nossé font partie des Néerlandais adeptes de la marche et du vélo. Je marche de mon bureau au métro, mais j'aime aussi marcher dans mon village, de ma maison au centre-ville, juste parce que c'est agréable et bon. Par exemple, pour faire des courses. Je ne le fais pas pour faire du sport, c'est juste pratique. Je travaille pour la municipalité de Rotterdam. La plupart des jours, je prends le vélo pour aller au travail. C'est bien pour mon santé, mais aussi c'est bien pour l'environnement et le climat. Je ne prends pas la voiture ni le transport public car ça cause des embouteillages. Ainsi, je profite du bon temps. De la capitale Amsterdam à la ville de Rotterdam, en passant par la Haye, c'est le même décor. Si la marche occupe une place de choix, le vélo est un mode de vie, voire une tradition pour certains qui l'ont appris depuis le bas âge. J'avais aussi un vélo quand j'avais 2 ans, mon papa m'a pris. Et avec 2 extra pneus sur le côté parce que c'est difficile pour l'équilibre pour les petits enfants. Je n'ai pas une voiture, je prends mon vélo pour aller au centre, pour aller au train. Pas de problème, pas d'accident. Environ 17 millions d'habitants pour une superficie de 41 800 km², le Royaume des Pays-Bas où la Néerlande se trouve sur le continent européen. Ce pays est limité à l'est par l'Allemagne, au sud par la Belgique. Ici, chaque Néerlandais détient au moins 2 voire 3 vélos. Selon un rapport du gouvernement des Pays-Bas, un Néerlandais parcourt en moyenne par an 909 km à vélo. C'est pourquoi des efforts ont été consentis pour la réalisation de 19 000 km de pistes cyclables. Un modèle qui inspire les autorités ivoiriennes en charge du transport terrestre. Aujourd'hui, Abidjan compte pratiquement 10 millions de déplacements par jour. Vous avez pratiquement 40% des déplacements qui sont faits à pied. Et à pied parce que principalement notre système de transport public n'offre pas beaucoup d'alternatives. Et c'est ce que nous voulons corriger. Dans tout le monde entier actuellement, on encourage que nous sensibilisons les gens à utiliser le mode doux. C'est ce qu'on appelle le mode doux, c'est-à-dire les modes non motorisés qui n'émettent pas d'émissions pour polluer
l'environnement. Donc on pourra l'encourager davantage, mais en même temps, lorsqu'on aura mis en place tout l'arsenal d'infrastructures nécessaires, c'est-à-dire prévoir dans la construction des voies à venir, des pistes cyclables. Les Pays-Bas constituent le premier utilisateur de vélo au monde. Dans ce pays, le vélo représente 30% des moyens de transport, la marche 18% et le transport public 45%. En cas d'accident, les conducteurs de voitures et de motos sont presque toujours tenus pour responsables. Ceux-ci payent environ 230 000 francs CFA pour un civisme. Les cyclistes également doivent avoir un comportement irréprochable. Depuis le 1er juillet 2019, les Néerlandais ne peuvent plus manipuler le téléphone pendant qu'ils sont à vélo. L'amende s'élève à presque 62 000 francs CFA. Programme Cannes 2019 du lundi, c'est-à-dire demain, Mali, Côte d'Ivoire à 16h, Ghana, Tunisie, 19h. Crise au Soudan, l'armée promet de respecter l'accord. L'accord porte sur le partage du pouvoir en alternance entre les deux entités, pouvoir et opposition, durant une phase de transition qui doit durer 3 ans pour déboucher sur l'organisation d'élections nationales. D'autres temps forts de l'actualité dans le monde au pas de course, c'est le 7/7 avec Ahmed Traoré et Kolo Koulibaly. À la commémoration du 22e anniversaire de sa rétrocession à la Chine, la police de Hong Kong a réprimé une marche antigouvernementale de centaines de manifestants ce lundi 1er juillet. Le but de cette manifestation, outre le retrait de la loi d'extradition vers la Chine, est de signifier aux autorités locales que les manifestants sont toujours motivés à l'idée de défendre la liberté et la démocratie dans l'ancienne colonie britannique. Plus de 35 migrants ont été tués et au moins 70 autres blessés ce mardi 2 juillet dans une frappe aérienne contre un centre de détention de migrants situé à proximité d'un camp militaire. Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli est reconnu par la communauté internationale à dénoncer un crime odieux, attribuant l'attaque à Khalifa Haftar, ce dernier n'y avoir touché le centre de détention des migrants. David Sassoli a obtenu au deuxième tour la majorité absolue des suffrages exprimés par les députés européens réunis à Strasbourg. David Sassoli, ancien journaliste et député européen de centre-gauche depuis 2009, est devenu le nouveau président du Parlement européen ce mercredi 3 juillet pour un mandat de 2 ans et demi. Il va occuper le perchoir, un des plus hauts postes de l'Union européenne. En Algérie, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a proposé ce jeudi dans un discours à la nation un dialogue pour préparer la présidentielle dans laquelle ni les autorités politiques ni l'armée ne seront impliquées. Le processus de dialogue sera mené en toute transparence par des personnalités nationales crédibles, indépendantes, sans affiliation partisane et sans ambition électorale. Les généraux au pouvoir au Soudan et les chefs de la contestation sont arrivés à un accord ce vendredi 5 juillet concernant l'instance qui doit diriger la période de transition à venir. Le Conseil militaire qui dirige le pays et l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, se sont entendus pour une direction alternée dans cette instance qui va diriger une période de transition d'environ 3 ans. 12 corps ont été repêchés ce samedi par la garde maritime tunisienne, quelques jours après le naufrage d'une embarcation avec plus de 80 migrants à bord. Selon le témoignage de l'un des 3 survivants, les naufragés étaient âgés de 20 à 30 ans. Des recherches étaient toujours en cours au large de Zarzis pour trouver d'autres corps. Les Grecs votent ce dimanche 7 juillet pour des élections législatives anticipées. Élections à risque pour Alexis Tsipras. Selon toutes les prévisions, le Premier ministre devrait trébucher après un record de longévité à la tête de la Grèce. Par ces temps de crise, les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures, heure locale. Au total, 9,9 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales.
c'est la fin de ce journal. Le seul de la soirée est supervisé par Michel Mambo, à la réalisation Awasawa Dogo, au prompteur Aurélia Drupula et Ido Georgette. Demain, 20h, c'est l'affaire de Fatou Fofana. Moi, je vous retrouve le vendredi prochain. Bonne soirée à tous.